L'histoire commence avec Ben Richard qui supplie son patron de le retirer de la liste noire afin qu'il puisse continuer à travailler et subvenir aux besoins de sa famille et de sa fille malade qui souffre de la grippe, mais son patron refuse catégoriquement de l'écouter. En partant, il voit une publicité pour Running Man, une compétition dont le gagnant remporte $1 milliard. Sheila, sa femme, rentre peu après à la maison avec des médicaments contre la grippe pour leur fille Cathy, même s'il s'agit d'une marque moins chère que celle qu'elle aurait dû acheter, car ils n'ont pas les moyens de s'offrir une meilleure marque. Ben lui raconte qu'on ne lui a pas proposé de le réembaucher et tous deux pensent que le système a été créé pour les faire perdre. En raison de leur situation, Sheila commence à se préparer pour aller travailler dans un club pour gentlemen en tant qu'hôtesse. Et malgré les efforts de Ben pour l'en empêcher, elle insiste pour y aller car la fièvre de leur fille continue d'augmenter. Pour empêcher Sheila d'aller travailler là-bas, Ben décide de sortir et d'essayer de gagner de l'argent en participant à un jeu concours. Il lui a même montré la somme la plus basse que quelqu'un avait gagnée ce jour-là, juste pour la convaincre de le laisser participer. Mais elle n'était toujours pas convaincue, car les personnes qui participent à des jeux télévisés se blessent ou ne reviennent jamais. Il a donc dû lui promettre qu'il ne participerait pas à Running Man. Ben est sorti dans la rue, l'esprit concentré, et nous avons découvert que la ville était un état policier dystopique gouverné par de grands réseaux médiatiques, où une grande partie de la population n'avait pas accès aux soins de santé et vivait dans des conditions d'extrême pauvreté. Alors que Ben faisait la queue pour le procès du Running Man, un vieil homme derrière lui s'est évanoui et il a essayé de l'aider, ce qui était contraire aux règles, ce qui a poussé les gardes à l'attaquer et à le frapper, et il a également dû retourner au bout de la longue file d'attente. À ce moment-là, la haine du système est née dans son cœur. Il a finalement été autorisé à entrer et, une fois à l'intérieur, il a été abordé par une femme qui était également jugée pour le Running Man. Tout le monde s'est préparé rapidement et le procès du Running Man a commencé immédiatement. De nombreux participants sont tombés en cours de route, mais Ben et quelques autres ont réussi toutes les épreuves sans problème. Lors de l'épreuve finale, il a aidé un garçon en particulier, ce qui lui a valu un choc électrique de la part d'un garde, mais il a enduré toute la douleur. Ben a été qualifié d'homme le plus en colère ayant jamais participé aux auditions de l'émission lorsqu'ils ont évalué ses fonctions cognitives. Les candidats ont ensuite été conduits dans une pièce où ils ont dû choisir et enfiler des combinaisons portant leur nom, qui les ont répartis en 3 groupes. L'équipe de Ben était composée de Jansky et Loglin, et ils ont été les premiers à être appelés. C'était maintenant au tour de Ben de rencontrer le producteur exécutif Dan Killian. Ben a immédiatement insisté sur le fait qu'il ne participerait pas à Running Man. Il préférait un autre jeu. Mais connaissant le caractère colérique de Ben et sachant à quel point il était important pour le divertissement du public, Dan lui a proposé de prendre en charge les médicaments de sa fille et de déménager sa famille dans un appartement plus sûr, à condition qu'il accepte de participer à Running Man. Pensant à sa famille, Ben a finalement signé le contrat et a posé son pouce, marquant ainsi sa participation à Running Man. Dan lui a offert une stripteaseuse et, à ce moment précis, Ben a pensé à lui fracasser le crâne et à le tuer, mais il n'a pas laissé ses pensées intrusives prendre le dessus. En sortant, Ben a rencontré l'agent Doug, qui serait chargé de la sécurité de sa famille jusqu'à ce qu'il gagne ou meure dans le jeu, comme le prévoyait le contrat. Doug a donné à Ben la possibilité de parler à sa femme avant le début du jeu. Ce fut un moment émouvant pour lui, car Sheila avait découvert qu'il participait à Running Man alors qu'il lui avait promis qu'il ne le ferait pas. Avant le début du jeu proprement dit, les organisateurs se sont assurés que les concurrents s'amusent au maximum, car cela pouvait être la dernière fois. Quelques instants plus tard, Doug est venu chercher Ben, car il était temps que le spectacle commence, et lui a également remis un bracelet qu'il utilisait pour les chronomètres, les mises à jour et les récompenses. 2 gardes ont escorté Ben dans la salle de production où il a vu tous les chasseurs qui allaient le poursuivre. Le jeu a ensuite été expliqué au public. Tout criminel capturé était intégré de force dans le jeu et, pour aggraver les choses, un civil qui en repérait un pouvait le tuer instantanément et obtenir une récompense considérable. Et pour couronner le tout, toute l'affaire a été diffusée en direct à la télévision. Le présentateur du jeu, Bobby T, a alors fait une entrée spectaculaire sur scène et a fait traîner Ben dehors. De plus, Bobby a déformé l'histoire de Ben pour la rendre plus croustillante pour le public, ce qui l'a encore plus énervé. Bobby a rendu toute la situation très personnelle en ridiculisant Sheila devant des milliers de personnes. Bobby a déclaré à la foule que Richard l'avait abandonnée, elle et leur pauvre enfant, et tout ce qu'il disait n'avait pour but que d'irriter la foule afin qu'elle soit prête à le pourchasser de toutes ses forces. Lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses célèbres dernières paroles, il a promis de brûler le bâtiment et le système tout entier.
Quand on l'a emmené hors de la scène, Dan lui a donné un conseil et lui a également dit qu'il recevrait une prime de 10 000 $ pour chaque voyou qu'il tuerait. Bobby a ensuite expliqué les règles de la course. Ils auront un avantage initial et les chasseurs ne commenceront pas à les pourchasser tant que les concurrents ne seront pas en direct. Règle numéro 2, ils doivent présenter une carte chaque jour, sinon ils seront disqualifiés. Règle numéro 3, pour chaque jour où ils survivent, leur argent triplera jusqu'à atteindre un maximum d'1 milliard de dollars. Les chasseurs ont ensuite été présentés sur scène, parmi lesquels le mystérieux Evan McCone. Bobby montre au public tous les déguisements possibles des fugitifs, afin qu'ils puissent les reconnaître facilement lorsque le jeu commencera, car les fugitifs seront lâchés dans un monde où la mission de toutes les autres personnes est de les traquer et de les tuer. Les fugitifs sont ensuite placés sur un escalator en chute libre et lâchés sans avertissement. Ben arrive dans un endroit particulier où il trouve du matériel illimité pour se déguiser et se protéger, mais il ne prend rien. Ben s'est rendu directement dans un bunker souterrain. Là, il a rencontré Malia, une trafiquante d'armes, pour lui demander des munitions, mais Malia a d'abord refusé de lui en donner parce qu'il s'était joint à un fugitif et que le fait qu'il soit venu seul mettait sa vie en danger. Ben voulait partir, mais Malia a eu pitié de lui et l'a rappelé. Elle l'a ensuite habillé avec un déguisement d'entreprise afin que personne ne puisse le reconnaître. Une nouvelle identité lui a été attribuée et Malia lui a préparé toutes les munitions et tous les accessoires dont il aurait besoin. Ben a réussi à se rendre à New York et s'est installé dans un hôtel. Conformément aux règles, il a tourné sa première vidéo le premier jour et, jusqu'à présent, tout se passait bien pour lui. Ailleurs, les chasseurs ont rattrapé Malia et l'ont torturée si brutalement qu'elle n'a eu d'autre choix que de révéler la nouvelle identité de Ben. Evan a immédiatement effectué un test de reconnaissance faciale et a compris exactement où il se trouvait. Déguisés en membres du personnel, ils ont habilement pénétré dans l'hôtel. Ben regarda à la télévision comment les chasseurs tuaient la plupart des fugitifs, ce qui le rendit inquiet. Il fit immédiatement ses valises et partit. Ben changea de position à Boston, déguisé en vétéran. En peu de temps, les chasseurs retrouvèrent la trace de son nouvel hôtel. Ben fit de son mieux pour les empêcher de le voir. Les chasseurs se rassemblèrent devant sa porte. Mais au moment où ils firent irruption à l'intérieur, Ben se précipita par la fenêtre et attrapa la corde. Evan l'attendait en bas, et il semblait que cette fois-ci, il était définitivement pris au piège, mais il se balança dans une autre pièce. Les chasseurs tirèrent tous ensemble alors qu'ils s'enfuyaient. Le bunker prit soudainement feu et Ben vit les rats courir dans les égouts. Il se dirigea immédiatement vers le tunnel et quelques minutes plus tard, tout l'hôtel explosa, tuant la moitié des chasseurs. Ben eut la chance de survivre. Il réalisa ensuite la vidéo du deuxième jour pour ne pas être disqualifié. En sortant des égouts, un jeune garçon l'aperçut, mais ne donna pas immédiatement l'alerte. Le garçon proposa de l'emmener voir quelqu'un qui pourrait l'aider afin de prouver qu'il pouvait être utile. Il l'emmena ensuite voir un homme qui, selon lui, pourrait l'aider. Ben a payé 10 000 $ au garçon pour qu'il puisse s'occuper de sa sœur atteinte d'un cancer. Puis l'inconnu, qui s'appelait Bradley, l'a emmené chez lui, où Ben a été nourri et soigné. Bradley a dit à Ben qu'il pouvait le faire sortir de Boston, mais qu'il avait besoin de quelques jours. Ben a donc dû faire profil bas pour le moment. Il se trouve que cet homme a enregistré chaque personne tuée par le chasseur, il connaît donc presque toutes leurs tactiques. Il envoie également des vidéos anonymes au monde entier pour prouver que le jeu Running Man est truqué, et que personne ne peut réellement le gagner. Bradley a envoyé Ben chez un autre activiste basé à Dare, dans le Maine. En chemin, Ben découvre que Loglin a été assassiné et que de nombreux citoyens de la classe ouvrière en difficulté ont commencé à le soutenir, recouvrant les murs d'affiches et de graffitis proclamant la vie de Richard. Après 2 semaines passées à échapper à la capture, Ben arrive chez Elton Paraki, un organisateur clandestin de gauche convaincu que la survie de Ben pourrait déclencher une véritable résistance contre le réseau. Leur rencontre est interrompue lorsque des soldats font irruption dans la maison, suivis quelques instants plus tard par les chasseurs. Ben et Elton tentent de s'échapper à bord d'un 4x4, mais McCone tue Elton et Ben parvient à s'enfuir en sautant d'un pont, provoquant un accident qui tue l'un des chasseurs. En continuant vers le nord, Ben est repéré par la surveillance, mais il parvient à s'échapper en prenant Amelia Williams en otage. Au début, Amelia croit à la propagande diffusée sur les fugitifs, mais après avoir vu comment l'émission déforme les événements, elle comprend la vérité. Les deux rejoignent une piste d'atterrissage surveillée par McCone et les troupes de la chaîne de télévision, où Ben bluffe en disant qu'il a une bombe puissante avec lui, forçant Killian à envoyer un jet pour le transporter, lui et Amelia,
au Canada. Ben comprend rapidement que l'équipage du jet est en fait composé des chasseurs survivants de MC-Kone. Ben tue les chasseurs et affronte MC-Kone, qui s'avère être un ancien fugitif ayant accepté un accord avec la chaîne de télévision. Après un combat brutal, Ben tue MC-Kone et donne le dernier parachute à Amelia afin qu'elle puisse s'échapper saine et sauve. Killian tente une nouvelle fois de séduire Ben en lui proposant une émission et la possibilité de s'exprimer en direct. Mais lorsque Ben exhorte les téléspectateurs à éteindre leurs appareils gratuits, la chaîne interrompt la diffusion avec un deepfake de Ben, déclarant qu'il va faire s'écraser l'avion sur le siège de la chaîne. L'avion est détourné à distance vers Coho City et est détruit par un missile avant de pouvoir s'écraser sur le bâtiment. Plus tard, Bradley publie une vidéo dans laquelle il conteste l'affirmation de la chaîne selon laquelle Ben est mort en tentant de commettre un attentat, révélant que la boîte noire du vol a été récupérée et contient un enregistrement inédit de la conversation de Ben avec Killian. Un message qui déclenche une rébellion dans tout le pays. Sheila et Cathy sont en vie, cachées sous de nouvelles identités. Lorsque la nouvelle saison de The Running Man commence, le public dans le studio est rempli de personnes brandissant des banderoles sur lesquelles est écrit « Richard's Lives », forçant Bobby à abandonner son travail. Killian tente de prendre le contrôle de son invité, mais la foule réagit en lançant des cocktails Molotov et en brisant les barrières de sécurité. Ben, qui s'avère avoir survécu, émerge de la foule, compte à rebours à partir de 5, puis dit « Action » et tire sur Killian.